Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sujet de vidéo aujourd'hui m'a été proposé par une abonnée sur Instagram. J'étais pas hyper sûre de faire cette vidéo parce que c'est un sujet très touchy qui divise pas mal de gens. Mais une autre abonnée m'a envoyé un message pour me dire que il fallait pas qu'on en fasse un tabou, qu'il fallait justement qu'on en parle de manière cadrée et de manière respectueuse. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment de bons arguments et c'est pour cette raison que je me lance aujourd'hui dans ce sujet de vidéo qui est tout de même extrêmement intéressant. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais surtout vous dire aussi que j'aimerais que ce soit le plus respectueux possible. Ne mettez pas des commentaires négatifs ou irrespectueux qui engendrent de la haine parce que ça ne sert à rien. Je pense que c'est important d'ouvrir le débat et d'être vraiment bienveillant, de pouvoir donner son avis sans être vraiment fermé d'esprit et négatif tout simplement. Si mes vidéos te plaisent et que tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire, c'est très important pour moi. Et on attaque cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord vous expliquer un petit peu la différence entre transsexuel, transgenre et qu'est-ce que ça veut dire. Donc la transsexualité, c'est quand une personne se sent du sexe opposé que celui qu'il a eu à sa naissance. Donc ça veut dire un petit garçon va se sentir femme et une petite fille va se sentir homme. Ce sont des gens qui vont entreprendre des processus médicaux et des opérations médicales de manière à pouvoir changer de sexe. Le terme transgenre désigne à peu près la même chose, sauf que ça peut être des personnes aussi qui ne vont pas entreprendre ces grosses opérations médicales, parce que c'est quand même des grosses opérations. Donc c'est un petit garçon qui va se sentir femme, mais qui va garder son sexe masculin, par exemple. Alors une chose aussi que je voulais rappeler, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Une petite fille peut naître petite fille, se sentir homme, faire sa transition, devenir un homme, mais aimer les hommes, et donc être homosexuel. Donc c'est vraiment deux choses bien distinctes, et je me disais que ça pouvait être cool de reposer les bons termes avant de commencer cette vidéo. Donc pour les termes, on appelle un homme qui est né homme, qui se sent homme, c'est un homme cis. Une femme qui est née femme, qui se sent femme, c'est une femme cis. Donc moi, je suis une femme cis. Et puis après, donc une femme qui devient un homme, c'est un homme trans. Et un homme qui devient une femme, c'est une femme trans. On pourrait croire que ce phénomène est récent parce qu'on en parle énormément, qu'il y a beaucoup de communication, parce qu'il y a les réseaux sociaux, et parce que je pense que cette communauté est en train de vraiment marquer l'évolution pour un peu plus normaliser tout ça. Cependant, on retrouve des écrits datant du 3e siècle de personnalités qui expriment cette transidentité. Je prends le cas d'Héliogabale, un ancien empereur romain né en 203 et mort en 222, qui se sentait femme et qui désirait qu'on lui parle au féminin et qui voulait accéder à une double nature sexuelle. En l'an 200, donc vous imaginez bien que c'est pas du tout récent. Tout au long des années, on retrouve beaucoup de cas similaires. Alors dans nos sociétés, ça a souvent été puni, c'était souvent tabou et c'était souvent justement pas du tout normalisé, mais depuis toujours, ça existe. En revanche, ce qui est nouveau, c'est cette transition qui est maintenant possible grâce aux avancées scientifiques. Donc ça date de 1960-1970, donc c'est quand même assez récent. Et ce qui est nouveau aussi, c'est l'apparition des transgenres dans le monde sportif pro. Et vous verrez que dans ce domaine, c'est un peu plus complexe et que ça pose un peu plus problème, d'où ma vidéo aujourd'hui. Le premier cas était celui de René Richard en 1976. René est née Richard Raskin le 19 août 1934 et était une joueuse de tennis. Donc René a commencé en tant que Richard et puis est devenu René donc au cours de sa carrière. Et vous pensez bien qu'en 1976, déjà ça fait du bruit en 2023, mais imaginez en 1976, ça a fait énormément parler et on lui a refusé l'accès aux compétitions. Et Renée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a porté plainte et elle était vraiment révoltée parce que c'était hors de question pour elle de ne pas pouvoir jouer au tennis. Elle a gagné son procès et elle a pu faire des compétitions et jouer au tennis. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu une avancée pour cette communauté parce que c'était vraiment une révolution et c'était vraiment une réussite, un succès pour eux. Les fédérations n'étaient pas trop à l'aise avec ce sujet et je pense qu'il y a beaucoup de fédérations qui n'en ont pas parlé, qui ont un peu fermé les yeux, qui ont accepté la chose sans rien dire. Sauf que petit à petit, il y avait de plus en plus de cas et que, surtout dans le cas d'un homme qui devient une femme, il y avait des mécontentements dans les participants, dans les compétitions, parce qu'on s'est vite rendu compte que ces personnes transgenres, donc des anciens hommes qui sont maintenant des femmes, raflaient beaucoup de trophées et gagnaient beaucoup de compétitions. Et il y a eu des problématiques qui ont apparu à ce moment-là et beaucoup de mécontentements. Ce qui fait qu'en 2003, il y a eu un peu une mise à jour donc, de toutes ces fédérations qui ont décidé quand même de mettre un cadre, de mettre des lois par rapport à ça, pour essayer de mettre d'accord un peu tout le monde. Donc à partir de 2003, les participantes devaient avoir des papiers d'identité en ordre, donc des femmes transsexuelles devaient avoir une carte d'identité
femme. Elle devait aussi avoir un sexe féminin, donc on était vraiment là avec les grosses opérations, etc. Et il fallait qu'elle soit sous traitement hormonal depuis minimum 2 ans. Donc ces mesures ont été prises, ils pensaient que ça allait être ok, que ça allait un peu apaiser les tensions, sauf que en fait pas du tout, et que les problématiques étaient toujours les mêmes, et que c'était une première avancée, mais que c'était pas suffisant. Pour comprendre vraiment le problème, j'ai pris quelques exemples d'athlètes pro pour que vous voyez vraiment concrètement ce qui ne va pas. Le premier cas est celui de Laurel Hubbard. Laurel est une athlète pro en haltérophilie. Et on a accordé sa participation au JO de 2017 parce qu'elle avait son taux de testostérone en dessous de 10 moles par litre. Ça, on va y revenir, je vais vraiment bien vous expliquer ce que ça veut dire, mais retenez déjà ce terme-là. Elle devient la première sportive trans à concourir aux Jeux Olympiques et a été évidemment lourdement critiquée pour tout ça. Le deuxième cas est celui de Fallon Fox, qui est une pratiquante de MMA américaine. Elle a aussi été connue pour être la première personne ouvertement transgenre à pratiquer ce sport. Et elle a aussi été super fort critiquée parce que MMA, c'est clair que quand une femme trans avec le physique encore un peu masculin se bat avec une femme cis, ça a choqué beaucoup de personnes, et il y a beaucoup de personnes qui ont dit que ça n'allait pas du tout, que c'était complètement déséquilibré et qu'elles ne pouvaient pas concourir ensemble. Alors moi je donne pas encore mon avis tout ça, donc là je suis vraiment en train de vous poser les faits, donc c'est pas encore mon avis, je donnerai mon avis en fin de vidéo. Ne m'attaquez pas tout de suite, s'il vous plaît. Il y a eu aussi le cas de Cece Tilfer, qui était une athlète jamaïco-américaine et qui, en 2019, devient la première personne ouvertement transgenre aussi dans ce sport à remporter un titre NCAA, donc qui est l'Association régionale d'athlétisme. Et alors, dernièrement, il y a eu le cas Lia Thomas, qui est une nageuse pro, qui a aussi commencé en étant un homme et qui est maintenant une femme, et qui a été énormément critiquée également parce que elle rafle vraiment tous les titres. Donc à chaque fois qu'elle fait une compétition, elle est vraiment bien au-dessus des autres et elle a vraiment tous les trophées. Et donc, en fait, les athlètes féminines, donc les athlètes femmes cis, étaient un peu en train de dire, nous, on s'est toujours entraîné en tant que femme cis. On a un taux de testostérone qui est beaucoup plus bas que les hommes, donc ça on y reviendra encore une fois, je vais tout vous expliquer. Et y a une femme trans qui arrive et qui nous défonce, alors que nous ça fait des années et tout qu'on galère littéralement dans ce domaine et qu'on essaye d'avoir les meilleurs records. Et donc il y a vraiment une énorme frustration et ça n'allait pas. Et donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il y a une telle différence qui est vraiment observable. C'est pas, on raconte pas des histoires, c'est vraiment, c'est un cas, c'est là, c'est scientifique, c'est observable. Les femmes trans sont plus fortes que les femmes cis. Ces différences de performance s'expliquent par des cas physiologiques, donc c'est scientifique. Ce que je vais vous raconter, je n'invente rien, c'est vraiment des cas scientifiques. Donc d'abord, les hommes et les femmes sont différents. On n'a pas du tout la même composition physique. Et ça, vous regardez, dans toutes les espèces, dans tout le monde animal, il y a des différences entre les karyotypes masculins et les karyotypes féminins. Les hommes ont tendance à avoir une masse musculaire plus importante et une densité osseuse supérieure aux femmes, ce qui a une influence sur la force et la puissance des individus. Comme je vous en ai un petit peu parlé, il y a aussi le taux de testostérone qui est beaucoup plus élevé chez les hommes, ce qui favorise du coup la masse musculaire, le développement musculaire et donc la force et la puissance chez les hommes. Les hommes ont tendance aussi à être plus grands, avec des membres plus longs, des plus grosses mains, etc., etc. Dans nos muscles, il y a différents types de fibres musculaires. C'est facile à comprendre, je vais vraiment pas aller dans les détails. Donc il y a les fibres musculaires de type 2 et des fibres musculaires de type 1. Chez les hommes, il y aura une prédominance de fibres de type 2, ce qui fait qu'ils seront beaucoup plus en force et en puissance, alors que chez les femmes, c'est beaucoup plus équilibré, ce qui fait qu'elles sont généralement plus fortes en endurance. Pour vous reparler un petit peu de ce taux de testostérone, chacun, les hommes et les femmes, ont un taux de testostérone dans leur corps. Donc, ce taux d'hormone va être calculé en moles par litre. Chez les femmes, ça tourne autour des 2,8 moles par litre et ça peut monter jusqu'à 5 moles par litre. Et chez les hommes, on est très facilement autour des 25 moles par litre. Vous voyez qu'il y a une énorme différence entre les femmes et les hommes. Les hommes cis qui deviennent des femmes trans, donc qui entament un traitement hormonal, vont avoir une baisse de testostérone et vont retomber vers 9-10 moles par litre. En fait, c'est là qu'est le problème. Ils se retrouvent vraiment entre les deux, presque 3 fois moins forts que les hommes, mais 3 fois plus forts que les femmes cis. Donc il y a des gens qui disent que c'est pas vrai, quand un homme cis devient une femme trans, les effets s'annulent, etc. et que le traitement hormonal est suffisant pour que la femme trans se rapproche vraiment très fortement des hormones de la femme cis. Mais il y a des études qui ont démontré qu'il fallait 15 ans à peu près de traitement hormonal pour que ce soit le cas. Et vous pensez bien, 15 ans c'est énorme et que tous ces cas d'athlètes pro ont commencé leur traitement pendant leurs
leur carrière et qu'en 15 ans de temps, on a vraiment le temps de faire une carrière de dingue et de finir sa carrière. Parce que faut pas oublier, les athlètes à 30-35 ans, ils prennent leur retraite. En plus de ça, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Quand un homme cis fait sa puberté en tant qu'homme, il y a des choses qui sont irréversibles, notamment la mémoire musculaire. Un homme cis qui devient une femme trans va garder sa grande taille, sa densité osseuse, sa masse musculaire. Elle va peut-être diminuer, mais ça va toujours être beaucoup plus imposant qu'une femme cis. Et d'ailleurs, on a aussi le cas avec toutes les personnes qui se dopent, surtout dans le monde de la musculation, etc. C'est ces personnes qui vont en fait augmenter leur taux de testostérone et un jour ils vont arrêter et vous verrez qu'ils ont toujours la même mémoire musculaire, qu'ils disent haut et fort bah non, moi maintenant je suis complètement naturel. Mais oui, mais bon, t'as pris des hormones pendant des années, ce qui fait que t'as changé ta mémoire musculaire. Et c'est vraiment des cas hyper concrets où on peut voir qu'il y a des choses qui sont irréversibles, même si tu essayes d'entamer une transition. En 2015, le Comité international olympique va fixer donc une nouvelle règle en fonction de ces fameux moles par litre de testostérone. Et ils vont dire, voilà, si vous êtes en dessous des 10 moles par litre, vous pouvez, en tant que femme trans, concourir avec les femmes. Sauf que, comme je vous l'ai déjà dit, le gros problème, c'est que ça reste quand même 3 fois plus élevé qu'une femme cis. Ce qui fait vraiment, vraiment la différence, surtout avec ses caractéristiques physiologiques qui ne changent pas. Ça fait vraiment la différence en compétition entre les femmes cis et les femmes trans. C'est comme ça, c'est vraiment... c'est observable, c'est même flagrant, quoi. La dernière actu date de mars 2023, quand la Fédération internationale d'athlétisme a fini par exclure les femmes trans de leur compétition, ce qui a fait beaucoup de bruit et ce qui a vraiment réanimé tout ce débat autour du coup des transgenres dans le monde sportif pro. Donc voilà, ce que je viens de vous raconter, c'est vraiment les faits, c'est vraiment tout ce qui s'est passé. Alors il y a beaucoup plus de cas, bien évidemment. J'ai vraiment essayé de vous en parler avec des termes faciles pour vraiment comprendre, pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu ce qui se passe réellement en fait depuis des années maintenant dans le monde du sport pro et quelle est vraiment la problématique dans tout ça. Donc maintenant, la question se pose, mais quelle serait la solution ? Alors il y a plusieurs choses. Donc premièrement, il y a des fédérations qui excluent des athlètes des compétitions. Moi personnellement, je trouve qu'on peut pas faire ça. On peut pas exclure des gens. Je pense que dans 50 ans, quand on se remémorera cet acte d'exclure des athlètes, on sera ultra choqués parce qu'on peut pas discriminer une communauté, même si c'est une minorité de personnes. C'est pas la solution. En plus, il faut se dire aussi, il y a des personnes qui disent, voilà, c'est un choix qu'ils ont fait, on peut pas les accepter, voilà, ils ont choisi, quoi. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est pas vraiment un choix. Imaginez un petit peu un petit garçon, mais qui se sent femme. C'est pas un plaisir pour lui. C'est pas quelque chose qu'il a choisi. Il se sent femme, point final. Et en fait, je trouve personnellement qu'il n'a pas à choisir entre sa carrière, qui est aussi sa passion, parce que les carrières sportives, ça te prend toute ta vie. Ils peuvent pas choisir entre ça et leur identité profonde. Enfin, c'est horrible. Je pense que c'est déjà compliqué à vivre. C'est compliqué aussi quand on a un peu de notoriété, parce qu'il y a des commentaires qui fusent dans tous les sens. C'est difficile aussi pour l'entourage, que ce soit pour les commentaires de l'extérieur, mais même vis-à-vis de tes parents, de peut-être ta relation que tu as déjà entamée. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et en plus de ça, on te demande de choisir entre ta carrière et ton identité profonde. Enfin, c'est trop compliqué. Enfin, moi, je trouve que ça devrait pas du tout... Enfin, on peut pas accepter ça, c'est pas du tout une solution. Alors la deuxième solution serait de dire, voilà, comme vous aviez été un homme dans le passé, vous concourez avec les hommes. Sauf qu'on peut pas, parce qu'on a bien vu que le taux de testostérone diminuait de presque 3 fois et que les performances ne sont plus du tout les mêmes. Ce serait pas du tout égal. Mais au-delà de ça, en fait, c'est une personne qui se sent femme. Il faut qu'on arrête de la mettre toujours dans la catégorie des hommes, du coup, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, ce serait pas une solution non plus. Alors il y avait aussi une possibilité qui serait de créer une catégorie femme trans. Moi, au début, je pensais que ça pouvait être une solution, sauf que le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas assez d'athlètes. Je pense que le jour où il y aura assez de femmes trans, je pense que ça pourrait être une solution. Mais là, aujourd'hui, ce seraient des personnes qui concourraient tout seules, en fait. Donc ça, ce serait pas possible. Alors moi, un truc aussi que je me suis demandé comme solution, je me disais que ça pouvait être pas mal, c'était de faire en fait des catégories en fonction de ce fameux taux de testostérone dans le sang. Et je me disais que ça pouvait aussi peut-être répondre à une problématique du dopage. Prenons l'exemple de Laurel Hubbard. Elle est dans la compétition en haltérophilie et alors peut-être que je me trompe totalement en disant ça, mais j'ai l'impression que dans certains domaines, il y a quand même beaucoup plus de dopage que dans d'autres. En tout cas, différemment. Quand on voit l'haltérophilie, ce qui est musculation, bodybuilding, etc., il y a quand même du dopage qui est
c'est flagrant. Les femmes, même physiquement, se masculinisent beaucoup plus. Elles se dopent, ça se voit, elles ont un taux de testostérone qui est beaucoup plus élevé. Et donc je me disais, faire des catégories en fonction de ces taux, ça pourrait aussi répondre à cette problématique de dopage en fait. Parce qu'une femme qui prend des hormones dans un but de se doper va du coup élever son taux de testostérone, et donc ça va pas non plus être égal par rapport aux autres femmes qui se sont moins dopées. Je dis ça parce que dans le monde pro, il faut vraiment pas croire que personne se dope. Du dopage, il y en a absolument partout. Donc je me dis, ça pourrait aussi régler en fait ce problème, faire des catégories en fonction des taux de testostérone, ce qui rendrait les performances beaucoup plus égales aussi. Enfin bref, vous voyez un peu, cette histoire est très complexe, et je pense qu'on ne peut pas être catégorique, on ne peut pas avoir une idée, oui ou non, ça va ou ça va pas. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. C'est même pas une question d'inclusivité. Je suis à 3 milliards de pourcents pour l'inclusivité, mais il faut aussi être conscient qu'on n'est pas les mêmes physiquement, qu'il y a des différences, que c'est scientifique, que c'est physiologique, que c'est comme ça, et on peut pas non plus fermer les yeux là-dessus et être complètement dans le déni par rapport à tout ça, parce que ce serait bête, ce serait pas du tout égal. Le mot, c'est pas égalité, c'est inéquité. Et alors un problème aussi, c'est l'inverse, donc c'est les femmes cis qui deviennent des hommes trans, et eux on n'en parle pas en fait, parce que quand ils concourent du coup avec des hommes cis, ils raflent pas du tout tous les trophées, parce que justement ils sont derrière, parce que au contraire, eux étaient des anciennes femmes cis, et donc je trouve ça dommage, parce que là on n'en parle pas, parce que forcément ça pose pas problème pour les hommes cis, mais ça aussi c'est un problème. Mais je pense qu'il faut vraiment pouvoir donner la chance à tout le monde en fonction de ses caractéristiques physiologiques et ce que la nature a donné à la base à ces personnes. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi aussi quelle solution serait la meilleure pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, s'il vous plaît, il n'y a aucune raison d'être irrespectueux. Je pense que quoi qu'il arrive, dans n'importe quel cas, ce n'est pas du tout une question des individus en particulier. C'est vraiment une problématique de fonctionnement et de toutes les règles, de toutes les lois et de toutes les performances purement scientifiques. Et si vous voulez ouvrir le débat, parce que je pense que c'est un débat très intéressant, et soyez constructifs, soyez un peu mature aussi sur le sujet. Donc voilà, moi j'ai bien aimé faire cette vidéo, parce qu'encore une fois, c'est un sujet qu'on entend souvent, mais c'est un sujet, on n'est jamais assez informé. Donc je trouve ça vraiment important de creuser le sujet et d'en parler et de lire un petit peu ce qui existe, etc., etc. Donc voilà, moi je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, surtout si cette vidéo vous aura plu. Comme ça, vous ne ratez rien de ce qui arrive bientôt. Moi, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt.